Bonjour, compte rendu de partie de jeu de rôle aujourd'hui avec la 10e séance de The Great Northwest pour Deadlands Reloaded. Vous trouverez les précédentes séances sans souci sur le blog ou sur la chaîne YouTube. L'enregistrement de la séance est disponible sur le forum JDR virtuel, j'en ai donné le lien dans l'article de blog. Un suiveur de la chaîne YouTube avait suggéré de passer ces enregistrements également sur la chaîne. Je consulte les joueurs, je vais voir ce qu'il est possible de faire, même si je me sens pas vraiment de faire du super boulot de montage, par contre, hein, ça prend du temps. Alors, revenons à cette partie, la 10e séance. Donc, les aspirations essentielles se trouvent dans la campagne Stone Cold Dead et le scénario Coffin Rock, mais les événements de cette séance sont largement indépendants. La joueuse l'incarnant ayant dû s'arrêter, le personnage de Rafaela Venegas de la Torre alias Rafi devient un PNJ. Étaient présents tous les autres joueurs qui incarnaient Béatrice Trixie Myers, la Huckster, Danny Lachoppe, le bagarreur, Nicolas D. Wolfhound alias Trinité, le faux prêtre mais vrai pistolero, et enfin Warren D. Woodington, dit Doc Ock, le savant fou. Les PJ bataillent contre une horde de zombies dans les rues de Chinatown. Ils ont pris la direction de la blanchisserie et entendu des bruits de combat en provenance du nord. Bientôt, ils voient apparaître dans cette direction le molosse chinois à la chemise rouge sang, cet homme qui les suivait systématiquement dès l'instant qu'ils pénétraient dans Chinatown. Il n'est pas tout seul, d'autres le suivent. Mais par ailleurs, une foule de morts-vivants arrive par le sud. Danny rejoint le chinois en constatant au passage que d'autres zombies arrivent par l'est et le nord-est. Il voit que Rafi fait partie de ce petit groupe autour de l'homme à la chemise rouge, avec d'autres chinois au profil de combattants, dont un qui se bat d'une manière inédite pour le bagarreur. Tous se rassemblent progressivement. Nicolas comprend que Rafi était sorti pour les retrouver, là où ses compagnons chinois avaient pour mission de la garder à la blanchisserie qu'elle avait entrepris de sanctuariser. Ils ont donc une attitude un peu ambiguë, cherchant tout à la fois à protéger l'élu et, d'une certaine manière, à l'enlever ou du moins à la ramener à la blanchisserie contre sa volonté. Mais le fait de retrouver les PJ change la donne, car Rafi a bien conscience que l'usine, dans leur situation, est le seul abri envisageable, et ils en reprennent donc le chemin, après que l'élu a eu un bref échange, visiblement sec, en mandarin avec l'homme à la chemise rouge sang. Alors que les PJ arrivent aux environs de la blanchisserie, la foule des zombies approchant par l'est se fait tout particulièrement menaçante. Il faut entrer dans le bâtiment et vite. Danny, qui reste un peu en arrière avec son gourdin, il est ivre et bénéficie de son courage liquide, et Nicolas et Béatrice avec leurs armes à feu font de leur mieux pour éliminer les morts-vivants les plus avancés. Mais la progression de la horde est inexorable, et la Huckster est à deux doigts d'abattre Danny d'une balle perdue. Ils ont toutefois éliminé suffisamment d'assaillants pour se dégager du combat et rejoindre les autres devant la porte de la blanchisserie. Non pas la porte principale de l'usine qui a été barricadée ainsi que toutes les autres, mais une plus petite et plus facile à contrôler. Elle est fermée. Le chinois à la chemise rouge cogne comme un sourd sur la porte métallique. Il n'y a pas de réponse immédiate. Il crie quelque chose en chinois, la porte s'ouvre enfin, il se rue à l'intérieur et on ferme aussitôt derrière eux. Les zombies sont à quelques mètres en arrière, à peine. Outre les gardes armés de pistolets mais aussi d'armes blanches, un peu inattendues parfois, ils n'ont pas l'air commodes et on peut supposer qu'ils savent s'en servir, il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Non seulement ceux qui s'étaient réfugiés dans l'usine sur le conseil des PJ, mais aussi nombre d'habitants de Chinatown qui n'avaient pas forcément eu ce réflexe lors de la tempête, mais ont afflué en masse sous le coup de l'invasion des morts-vivants. Dans les 300 personnes s'entassent dans l'usine, des gens hagards, terrifiés. Les PJ discutent avec Rafi qui fait le point, notamment sur ce qui s'est passé dehors avec les Chinois. Mr. Fong tient vraiment à ce que l'élu achève son rite miraculeux sur la blanchisserie. Elle compte bien le faire, même si cela prendra encore plusieurs jours, mais n'a pas apprécié qu'on se comporte de la sorte avec elle. Même si sortir dans ces conditions était peu ou prou suicidaire, elle l'admet. En faisant le tour de l'usine, sans véritablement repérer des réfugiés qu'ils ont eu l'occasion de croiser, en mettant à part Mr. Fong, bien sûr, qui est chez lui, et Mr. Shu. Autrement, il y a aussi Mike Jones, Mrs. Duval et Miss Worthington, et c'est tout, le reste de la foule est anonyme. Les PJ constatent qu'il y a des morts à l'intérieur, une trentaine de corps rassemblés dans un coin au nord-est. Ces cadavres ne présentent pas de signes particuliers, ils en déduisent que les morts subites ont frappé ici également, et les réfugiés ne savent absolument pas quoi faire à ce propos. Nicolas et Warren tout particulièrement s'en inquiètent, il faut s'en débarrasser, sinon ils reviendront. Il faut faire ça dans les formes, leur couper la tête, les brûler peut-être. Rafi en souffre visiblement, mais constate qu'ils ont raison. C'est une chose terrible à admettre pour elle. Mais ce sera encore pire avec les parents et les proches des victimes. Comment leur faire comprendre une chose pareille? Voyez par exemple Mrs. Duval, perdue dans ses dévotions larmoyantes. Nicolas considère justement que c'est à Rafi et lui d'agir. Ils ont du réconfort religieux à prodiguer. Le faux prêtre pose sa croix Christina dans un coin, et elle constitue un autel improvisé. Il faut dire que l'ambiance est pesante, notamment quand se font entendre, certes de moins en moins souvent,
les cris de désespoir de personnes ayant tenté trop tard de gagner la sécurité de la blanchisserie et auxquelles on refuse l'accès à ce refuge. Leurs hurlements de détresse et de douleur pénètrent seuls à l'intérieur. Danny en est révolté, mais sait qu'il ne pourra rien y faire et que les gardes de la blanchisserie, à supposer même qu'ils puissent l'entendre, refuseront d'agir autrement. Ils obéissent à leur chef. Pas seulement Mr. Fong, d'autres sommités de Chinatown sont impliqués, qui tiennent une réunion permanente dans le bureau du patron de la blanchisserie situé à la mezzanine, laquelle permet à la fois de surveiller tout le grand hangar de l'usine et aussi de jeter un œil à l'extérieur au travers de grandes baies vitrées autrement inaccessibles. Mais Nicolas, de son côté, tout en jouant au prêtre, est formel. Il faut s'occuper des cadavres au plus tôt. Les moyens ne manquent pas. Ici, il y a de grandes cuves, une immense chaudière. Il sait que cette hypothèse heurte les sentiments religieux de Raffi, mais pas le choix. Il faut en parler à Mr. Fong et aux autres. L'élu pouvant s'adresser à eux en chinois, ce qui peut constituer un atout, il vaut mieux que ce soit elle qui les persuade. Danny et Béatrice ont d'ailleurs été refoulés par les gardes qui se moquent bien de l'étoile de shérif du bagarreur. Ils ne parlent qu'en chinois, et la huckster qui se posait la question suppose que ce n'est pas de la comédie. Ils ne comprennent pas l'anglais au-delà de quelques tournures simples. Raffi perçoit bien ce qu'elle a à faire. Elle ne se pose même pas la question de demander aux gardes de la laisser passer. Elle gagne la mezzanine d'autorité en ayant à peine dit 3 mots de mandarin et en ayant fait signe au PJ de la suivre. Le bureau de Mr. Fong est un outil de surveillance. Il a de grandes baies vitrées. La contrepartie est que les PJ, quand ils parviennent au balcon, peuvent également voir ce qui se passe à l'intérieur. Plusieurs sommités de Chinatown sont présentes, mais de toute évidence, les puissants Mr. Fong et Mr. Shu ne sont pas en position d'autorité. Il apparaît clairement qu'ils ont un rang subordonné par rapport à un très vieil homme, dans les 80 ans au moins, vêtu traditionnellement, qui les toise très sévèrement et ne dit pas grand-chose. Mais chacune de ces paroles a visiblement quelque chose de définitif. Raffi doit cependant patienter quelques petites minutes avant qu'on lui autorise l'accès au bureau, ainsi qu'à ses amis. La répartition des rôles à l'intérieur du bureau change aussitôt. Concernant les PJ, Mr. Fong retrouve sa position hiérarchique supérieure, tandis que le vieil homme se tient en retrait et n'intervient pas. Le patron de la blanchisserie, par ailleurs, sait que Raffi est une femme, mais ni lui ni elle n'y attache d'importance. Danny, à sa demande, lui résume ce qu'il a vu en ville, en y incluant les événements de l'église et l'aura diabolique du père O'Hara. Béatrice l'interrompt pour expliquer qu'ils ont dû partir suite à une explosion, l'idée étant de ne pas en supporter la responsabilité. Mais Béatrice ne s'y attarde pas. Bien plus pressant, il y a le problème des morts subites, qu'ils ont pu constater en ville avant d'atteindre la blanchisserie. Or, la plupart du temps, ces morts se relèvent, et il y en a une bonne trentaine ici. Il faut faire quelque chose. Mr. Fong le supposait bien. Béatrice avance que la solution la plus humaine et la plus rapide serait de faire brûler ces cadavres dans la chaudière. Le patron de la blanchisserie est d'accord, mais même si c'est une grande chaudière, cela prendra du temps, et il ne faudrait pas qu'il lui arrive un souci technique dans ces circonstances. Une nouvelle explosion, pour dire les choses. Mais Warren pourra y veiller. Béatrice suggère en outre de couper préalablement la tête des cadavres avant de les enfourner dans la chaudière. Il faudra garder les réfugiés à l'écart pour éviter tout débordement. Le père Nicolas pourrait célébrer un office à l'autre bout de l'usine, captivant les plus religieux. Ce plan paraît sensé à Mr. Fong, qui quête par réflexe l'approbation discrète du vieil homme mutique, puis donne de brefs ordres en mandarin, après quoi il se tourne vers Raffi, mais en s'adressant visiblement au PJ par la même occasion. « Vous nous êtes précieux, ne nous faussez pas compagnie. » Mr. Fong aimerait maintenant retourner à sa réunion, mais Danny ne s'en va pas de suite. Assez brutalement, il lui demande ce qu'il compte faire, à part attendre. Le patron de la blanchisserie, un peu interloqué, fait un bilan de la situation. Il y a dans les 300 personnes à l'usine, et clairement pas de nourriture pour ces 300 personnes, même pour une seule journée, si l'approvisionnement en eau ne devrait pas poser de problème. Des canalisations joignent directement les sources non loin au nord de et à la blanchisserie. Et comme ils n'ont aucune idée du temps qu'il leur faudra passer ici, du temps que durera ce phénomène, c'était bien ce qu'entendait souligner Danny, qui songe déjà à mener une petite expédition à l'extérieur. Il faut pour cela que les gardes les laissent sortir et rentrer. Mr. Fong exige qu'il lui en parle d'abord, le moment venu. Le bagarreur hoche la tête. En bas, les gardes ont entrepris, assez rudement, de séparer les vivants des morts, ce qui n'a rien d'évident avec tous ces proches de victimes en larmes, et qui vivent cette séparation comme un drame de plus. Béatrice rejoint Nicolas pour lui expliquer ce qu'ils vont faire. Lui, il doit faire diversion en organisant une sorte de messe. D'ici là, la huckster va parcourir les rangs des fidèles pour les prévenir de cet office religieux, à l'autre bout de l'usine, en commençant par les plus éplorés. Ces mots les touchent et elle les convainc sans peine de participer à la cérémonie. Nicolas se prépare, avec du whisky de Danny en guise de sang du Christ. Il fait tendre des draps pour séparer son église du reste de l'usine et éviter que les fidèles puissent voir les hommes de Mr. Fong s'occuper des cadavres de leurs proches. Le prêche de Nicolas est un peu bancal, mais fait illusion. Maintenant, ces ouailles ne sont pas stupides.
Sans doute ont-elles parfaitement compris ce qui se passait de l'autre côté des draps, mais la messe improvisée leur a fourni un bon prétexte pour fermer les yeux. En fait, ce sont les moins religieux qui posent problème. En dehors de la chapelle du Père Nicolas, quelques protestations se font entendre épisodiquement, sèchement rabrouées en chinois. Mais Béatrice ne perd pas le nord, qui fait la quête pour la reconstruction de l'église. Les fidèles ne savaient même pas qu'elle était détruite, et ils se méfient un peu de cette jeune femme qui n'a pas vraiment l'allure d'une bonne chrétienne. Mais il n'y a pas d'esclandre, c'est seulement que la Huckster ne collecte pas grand-chose. De l'autre côté des draps, Warren, qui se sent mal dans cet espace confiné et bandé, d'autant plus quand la religiosité se met de la partie, surveille la chaudière. Mais il est aussi très intrigué par les cadavres qu'on y enfourne et qu'il observe avec une grande attention. Il constate aussi que les hommes de Mr. Fong, et probablement d'autres personnalités de Chinatown, agissent avec un professionnalisme quelque peu inquiétant. Couper des têtes et enfourner des cadavres dans une chaudière n'a pas l'air de leur poser le moindre souci. Danny, qui ne s'est pas attardé dans l'église, fait le même constat. Mais dans leur situation, les PJ comme les autres sont contraints d'attendre. Warren et Béatrice ont cependant quelque chose à faire, tandis que Raffi poursuit son rite de sanctuarisation. Étudier les documents récupérés chez John Brims, qui ne figure pas parmi les réfugiés de la blanchisserie, pas plus que Jeff Liston. Ce sont les deux personnages qu'il cherchait en priorité, mais ils ne se trouvent de toute évidence pas ici. Il s'isole tant bien que mal, ça n'a rien d'évident avec cette foule, mais même dans ces circonstances demeure un certain besoin d'intimité. Warren s'intéresse au journal intime du croque-mort, tandis que la Huckster se penche sur son exemplaire, abondamment annoté, du livre des jeux de Hoyle. Visiblement, Brims savait très bien ce qu'il étudiait, et ses analyses sont d'une extrême finesse. Elles sont très abstraites aussi, et pourtant pas dépourvues à terme d'application pratique. C'est une approche très rationnelle, scientifique. Béatrice se souvient que lors du tournoi de poker, c'était le Dr Lightgo qui avait mis en avant son intérêt pour les statistiques et les probabilités appliquées au jeu de cartes, mais la Huckster en vient à se demander si ce n'était pas le taiseux Brims qui, à un moment ou à un autre, avait pu façonner cette approche particulière du jeu. Un temps, Béatrice s'inquiète de ce que l'ex-Huckster aurait pu s'intéresser à la résurrection des morts, ce genre de choses, mais rien n'en fait état dans ce livre. Mais c'est une approche de la magie très différente de la sienne. Béatrice s'est largement formée sur le tas, et les passages où Brims parle très posément des Manitou la mettent un peu mal à l'aise. C'est qu'elle ne sait pas grand-chose de tout cela. Elle a eu affaire, en ce qui la concerne, à quelque chose qui pourrait être un Manitou, mais sans bien savoir s'il en existe d'autres. Et même si elle n'en a bien évidemment pas conscience, elle sait tout au fond d'elle-même que cette unique rencontre traumatique a bouleversé sa vie et entraîné son délire sur les barons du rail qui mettent des puces dans la tête des gens pour les contrôler. Mais ce livre n'a probablement pas été ouvert depuis longtemps de toute façon. Warren, de son côté, en apprend davantage sur le parcours de John Brims en étudiant son journal intime et en jetant un œil à la photo qui l'accompagnait datée de 1865 et visiblement pas prise à Crimson Bay, mais probablement quelque part dans l'Ouest. Les notes liées le plus précisément à l'activité de Huckster dépassent largement les compétences du savant fou, mais il comprend du moins que John Brims était un individu de la sorte de Béatrice, ainsi que sa femme, Mary. Tous deux étaient d'habiles joueurs de poker et ils ont beaucoup voyagé dans tout l'Ouest étrange. Ils se sont fait beaucoup d'argent ainsi jusqu'à ce qu'ils tombent sur deux autres Hucksters, de très mauvais perdants. Il en a résulté un affrontement très violent où la magie s'est déchaînée. Mary est morte à cette occasion. Brims, rendu fou de rage et de tristesse, a éliminé ces deux assassins, mais l'événement l'a profondément marqué, et il a décidé de prendre sa retraite. Fini la magie, fini le jeu. Tout ça était désormais du passé. Brims a poursuivi ses voyages jusqu'à se fixer à Crimson Bay, qui n'était alors qu'un petit port de pêche. Il s'est lié avec le principal, le seul propriétaire terrien du coin, Mortimer Stelias. C'était avant l'arrivée de Gamblin Joe Wallace. Mais Warren apprend que c'est Stelias qui a fait venir ce dernier. Il semblerait qu'ils se connaissaient du temps où ils vivaient sur la côte Est, et ils étaient bons amis. Mais les notes de Brims deviennent amères au moment du décès de Stelias, de vieillesse. Très vite, il a le sentiment désagréable d'être le seul à se souvenir du défunt. Ce n'est pas que Wallace ait délibérément pris la place de son ami, mais il a tant accompli depuis que le souvenir de l'ancien propriétaire a sombré dans l'oubli, d'autant que, la ville se développant à marche forcée, la très grande majorité des habitants de Crimson Bay ne sont arrivés que bien après la mort de Stelias, qu'ils n'ont donc jamais connu. Seuls quelques-uns s'en souviennent, parmi lesquels son ancien jardinier, Cordell, et les autres membres de la communauté des anciens esclaves, qui en ont hérité le terrain où ils vivaient jusqu'aux fâcheux événements de ces derniers jours. Une des dernières entrées du journal, qui date cependant de quelques années, est très hermétique, une simple note soulignée de 3 traits. Stelias, subjugué Manitou. Warren la montre à Béatrice, qui est perplexe. Faut-il comprendre que Stelias aurait subjugué un Manitou, ou au contraire aurait été subjugué par un Manitou? Mais dans tous les cas, la Huckster n'est pas certaine de bien comprendre ce que cela signifierait au juste. Warren pense que Wallace pourrait les éclairer sur pas mal de points,
S'ils peuvent sortir de la blanchisserie, et si le maire est toujours en vie, le savant fou aimerait lui rendre une petite visite. De toute façon, ils ne sortiront pas durant la nuit. Mieux vaut qu'ils se reposent quelques heures avant de tenter quoi que ce soit. Mais avant d'aller se coucher, Béatrice va voir Raffi. La Huckster se méfie de leurs hôtes chinois. Ne cache-t-il pas quelque chose? L'élu pouvant comprendre leur langue quand elle bénéficie du miracle adapté, peut-être a-t-elle pu surprendre quelque chose? Rafaela emmène Béatrice dans un endroit un peu à l'écart et use un autre miracle pour les isoler. Ces précautions sont nécessaires. Le vieil homme dans le bureau de Mr. Fong est de toute évidence le vrai maître de Chinatown. Mais ce Mr. Chow est plus que cela, Rafaela en est convaincue. Elle sent en lui un pouvoir débordant, mais certainement pas celui d'un élu. En fait, c'est probablement bien davantage du domaine de la Huckster. Pour autant, Raffi ne pense pas qu'il soit le responsable des calamités qui se sont abattues sur Crimson Bay. Ce qu'elle craint, c'est qu'il se retrouve au milieu de l'affrontement entre cet homme et un autre puissant sorcier, celui qui a fait appel aux zombies. Béatrice digère l'information et dit à Rafaela ce qu'ils ont trouvé dans les affaires de John Brims, notamment ce qui concerne Mortimer Stelias, qui n'est peut-être pas tout à fait mort. Serait-ce lui le véritable supérieur de Drent? Raffi, à vrai dire, redoute qu'il y ait plus de deux pouvoirs en jeu dans cette affaire. C'est comme si beaucoup trop de gens, beaucoup trop puissants s'étaient retrouvés au même endroit. Ça a mariné pendant des années et des années de coexistence plus ou moins forcée, jusqu'à ce que ça explose. Mais ils sont toujours là et ne comptent pas se faire éliminer par les autres. Reste que les PJ sont au milieu de la poudrière. Un silence pesant s'installe. Il apparaît clairement que Raffi a autre chose à dire, mais qui lui coûte. Elle finit cependant par s'en ouvrir à Béatrice, à la condition que la Huckster n'en parle à personne. Elle a eu une autre vision, mais pas de la Vierge de Guadeloupe cette fois. Un vieil Indien? Une sorte de chaman. Il n'avait pas l'air spécialement hostile, mais à vrai dire, Raffi n'a pas su décrypter ses intentions. Peut-être parce qu'elle n'acceptait pas de recevoir de semblables visions que de la part de la Vierge de Guadeloupe. Il la regardait sans un mot. Elle ne sait pas ce qu'il faut en penser. Ce qu'elle sait, c'est que sa protectrice l'a envoyée ici pour une raison. À Béatrice avançant qu'il faudrait fuir cette poudrière, mais bien consciente que c'était inimaginable pour l'heure, l'élu répond qu'elle ne partira pas de Crimson Bay tant qu'elle n'aura pas accompli ce pourquoi elle a été appelée. Quoi que ce soit. Et elle reprend son rite de sanctuarisation. Après s'être reposée quelques heures, maintenant que le soleil s'est levé, les PJ réfléchissent à une sortie, au moins dans un premier temps pour ramener des vivres. Nicolas va jeter un œil à l'extérieur depuis les baies vitrées de la mezzanine. Les morts-vivants cernent la blanchisserie. Ils ne sont pas en mesure de lancer un assaut planifié, mais ils sont très nombreux, avec toute cette viande à l'intérieur. Mais Nicolas observe aussi une scène très incongrue. Un homme se déplace parmi les zombies, qui n'en est de toute évidence pas un. Le faux prêtre le reconnaît enfin, c'est Josh Newcomb. Et le journaliste se promène au milieu des morts-vivants, le calepin en main, comme s'il cherchait à les interviewer. Or, les morts-vivants ne lui prêtent aucune attention. Newcomb n'est visiblement pas le moins du monde menacé. Mais sortir de la blanchisserie et a fortiori y rentrer après coup est de toute façon problématique. Il faut convaincre les gardes ou, mieux, leur chef théorique, Mr. Fang. Béatrice demande à Raffi de les accompagner au bureau. Danny et la Huckster défendent leur idée avec le soutien de Warren. Rester ici sans rien faire, c'est mourir à petit feu. Sans nourriture, sans espoir de sortie, les gens pèteront les plombs d'ici à quelques dizaines d'heures au plus tard. Les gens qui se sont réfugiés dans la blanchisserie ont besoin de vivres et d'informations sur la situation en ville. Le groupe des PJ a fait la démonstration qu'ils pouvaient survivre dehors, plus que quiconque ici. Il faut les autoriser à sortir, mais aussi à revenir le moment venu. Ils ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas de certitude à cet égard. Mr. Fong, de toute façon, n'en croit pas ses oreilles. Sortir? Ces hommes ne cessent de lui ramener les mêmes rapports sur cette foule de morts-vivants qui entoure la blanchisserie. Mais Danny est convaincu qu'il y a un moyen de contrôler un passage vers l'extérieur qui ne représenterait pas pour autant une menace. Or, la situation ici risque de devenir très vite intenable. Danny a à peine le temps de finir sa phrase que résonne un coup de feu à l'intérieur de l'usine. Un garde vient d'abattre un des morts de la nuit. Il y a eu de nouvelles morts subites pendant que les PJ se reposaient, qui s'était soudain animé et montré menaçant alors qu'on était en train de tirer le cadavre vers la chaudière pour y être décapité et brûlé. Les réfugiés sont terrifiés. Le coup de feu à hélico entraînait des hurlements de panique. Le temps presse, martèle Danny. Mr. Fong se tourne enfin vers Mr. Chow, qui donne son accord d'un mouvement du menton presque imperceptible. Le patron de la blanchisserie concède que l'intuition de Danny est bonne. Effectivement, il y a un accès sur le toit de la boutique, une sorte de trappe. Ce toit est plus bas que celui du hangar. Il se situe à quelque chose comme 3 ou 4 mètres de hauteur par rapport au niveau de la rue. Accessible pour des humains, pas pour des zombies.
Mais en contrepartie, les toits des bâtiments adjacents, de toute façon éloignés de quelques 5 à 6 mètres au moins par endroit 10 mètres, sont plus élevés. Durant l'excursion des PJ, les hommes de Mr. Funk surveilleront cet accès et leur ouvriront le moment venu. Ils conviennent au cas où d'un code. L'expédition est décidée. Nicolas confectionne des cordes avec des draps. Danny a déjà une vraie corde sur lui. Warren se munit d'autres pièces de tissu colorées qu'il compte disposer au bout de ses bras mécaniques. En guise de leurre, cette stratégie avait pu se montrer efficace lors de leur fuite du bureau du shérif à la blanchisserie. Ils se munissent tous de sacs, bien sûr. Danny songe qu'il vaut mieux ne pas descendre dans les rues, mais par les toits ou les étages des bâtiments abandonnés, ça devrait être jouable. Maintenant, où trouver de la nourriture à proximité? On leur indique l'élevage de porcs de Yuanchang, dans loin, mais comment ramener un porc dans ces conditions? Sinon, l'épicerie la plus proche est celle de Mr. Chow. On dessine un plan pour que Danny puisse se repérer. Maintenant, la vraie question, c'est comment passer à travers tous ces zombies. L'idée d'une diversion s'impose. Béatrice offre de se munir de casseroles, etc., qui feront beaucoup de bruit. Or, elle dispose d'un pouvoir de téléportation. Elle l'utilisera pour se positionner en sécurité sur un toit à l'opposé de ses camarades et fera un boucan de tous les diables pour attirer les morts-vivants vers elle, sans se mettre en danger pour autant. À condition de répéter l'opération à plusieurs reprises, les rues devraient être suffisamment dégagées pour que les autres aillent où ils le souhaitent et en reviennent. L'idée de Béatrice est approuvée. Depuis le toit de la boutique, les gardes de Mr. Fong referment la trappe aussitôt après leur passage, et sous une pluie un brin pénible mais bien plus supportable que les jours précédents, la Huckster se téléporte sur le toit d'une maison un peu plus loin. Sur un signe de Danny, elle commence à marteler ses casseroles. Cela semble produire son effet. Les réflexes des zombies sont on ne peut plus lents, mais la plupart des morts-vivants, et ça fait vraiment beaucoup, se dirigent vers Béatrice, dégageant le passage pour les autres. Mais en faisant du bruit, Béatrice n'attire pas que des zombies. Du niveau de la rue, elle entend « Ah, une survivante. Miss Elizabeth Meyers, pourriez-vous m'accorder une interview ?» C'est Josh Newcomb, carnet de notes en main, tranquille, au milieu des morts-vivants. La Huckster lui fait signe de monter. Le journaliste n'est pas des plus agiles, il a besoin de son aide. Mais il parvient à la rejoindre sur le toit. Je dois l'avouer, je suis heureux de rencontrer enfin quelqu'un de vivant. Ils ne sont pas très communicatifs, vous savez. Mais racontez donc à nos lecteurs comment vous vous en êtes tiré. Béatrice se contente de dire qu'elle a tiré et couru. Mais lui, comment a-t-il fait? Benoîtement, le journaliste répond qu'il n'a jamais été inquiété par les morts-vivants. Pourquoi donc? Il y a beaucoup réfléchi. Il n'y a qu'une seule réponse possible, et c'est la grâce divine, bien entendu. Mais Béatrice est méfiante. Est-il bien sûr d'être vivant? Est-ce qu'ils ont eu quelques soucis avec Mrs. Johnson? Le journaliste s'offusqua de ce qu'on le soupçonne d'être mort, mais la mention de la tenancière du Washington suffit à détourner sa colère. Il explique très simplement qu'il savait très bien ce qu'il en était, la concernant, et depuis des années. Depuis en fait cette dispute conjugale qui avait décidé de son état. Il avait même publié un article à ce sujet, mais bizarrement les gens n'y ont pas accordé beaucoup de crédit. Il y a pourtant eu d'autres cas en ville, de ces disputes qui tournent mal, veut-il dire. Vous savez, Mr. Paltron, par exemple, il est évident qu'il a tué sa femme. Russell Drent le savait aussi bien que moi. Bizarrement, c'est pourtant le shérif qui m'a dissuadé d'écrire un article à ce propos. Bon, très bien, il avait sans doute ses raisons. Ce n'est pas si grave. Mr. Johnson avait certes poussé un peu fort Mrs. Johnson dans les escaliers, mais qu'il ne le fait pas. Mais il s'égare, tout cela c'est du passé, et ses lecteurs s'intéressent à l'avenir. Alors, comment vont-ils faire? Avec tous ces gens à l'intérieur de la blanchisserie, a-t-il cru comprendre? Il a voulu essayer de rentrer à l'intérieur, mais ces Chinois ne se sont pas montrés très coopératifs. Béatrice préférerait que le journaliste l'assiste de ses conseils, elle en a bien besoin. Le journaliste semble réfléchir un instant, puis manger des légumes, des brocolis par exemple. Vous savez, c'est très bon pour la santé. D'ailleurs, j'avais écrit un article, il n'a pas le temps de finir sa phrase que la Huckster lui tire une balle dans le pied. Entre-temps, les autres, inconscients de cette petite discussion avec Josh Newcomb, profitent de ce que les rues ont été dégagées pour progresser autant que possible sur les toits ou d'étage en étage par les fenêtres en s'aidant des cordes, dans la direction opposée de Béatrice. Danny ouvre la marche, Nicolas la ferme, avec Warren au milieu. Mais la ruse de la diversion a ses limites, si la plupart des zombies ont cédé, il en reste cependant ça et là dans les rues, voire dans certains bâtiments. Josh Newcomb, blessé au pied par Béatrice, crie de douleur. « Aïe, mais qu'est-ce qui vous prend ?» et tombe à la renverse dans la rue. « Aïe !» Depuis le toit, la Huckster, toujours l'arme en main, se montre menaçante. « J'en ai assez de vos bêtises. Je veux savoir comment ça se fait que vous êtes toujours au courant de tout et toujours épargné. » Le journaliste parvient tant bien que mal à se lever et il est furibond. « Saleté! Vous allez me le payer, Miss Elizabeth Meyers, je vous le garantis. Je vais dresser de vous un portrait dont vous me direz des nouvelles. » Et il s'en va clopin-clopant vers l'est, probablement dans la direction des bureaux du Crimson Post. Il semble déjà prendre des notes sur son carnet. Mais Béatrice lui jette une pièce d'$1. Elle s'abonne.
S'il peut lui apporter en main propre les éditions spéciales, le journaliste ignore la pièce et continue son chemin en fulminant. Le coup de feu a alerté les autres, mais ils ont supposé, comme il n'y en avait pas d'autres, que cela faisait partie de la diversion de Béatrice, qui continue de faire du boucan tant que les autres ne sont pas revenus. On entend les porcs de l'élevage, ils sont bien vivants, mais en ramener à la blanchisserie s'annonce compliqué. Danny n'y croit pas. Mieux vaut pour l'heure s'en tenir à la boutique de Mr. Chow. À mesure qu'il progresse, il distingue d'autres coups de feu, plus effacés, un de temps à autre. Ils proviennent du sud, probablement du bureau du shérif. La boutique tient plus du bazar que de l'épicerie. S'y repérer n'est pas très évident car toutes les étiquettes, etc. sont en chinois. Mais ils peuvent identifier sans trop de risque d'erreur des aliments, frais, du riz, du thé ou en conserve, et en remplissent leurs sacs. Warren use de ses bras mécaniques qui lui permettent de porter bien plus de sacs que les autres. Mais il n'y a pas de quoi nourrir tous les réfugiés de la blanchisserie. Nicolas cherche aussi d'autres choses qui pourraient être utiles en dehors de la nourriture. Le faux prêtre tombe notamment sur 5 feux d'artifice, des reliquats du Nouvel An chinois qui a eu lieu il y a déjà longtemps de ça. La diversion de Béatrice continue, permettant aux autres de retourner à la blanchisserie. La même manœuvre est répétée une autre fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à ramener de la boutique de Mr. Chow. Mais les PJ ne s'en tiennent pas là. Une fois le ravitaillement effectué, ils comptent bien, en usant de la même technique, jeter un œil à ce qui se passe en ville, notamment au bureau du shérif d'où parviennent de temps à autre des coups de feu, ou encore non loin à la résidence de Gamblin Joe Wallace. Warren y tient beaucoup. Les noms de Jeff Liston ou Josh Newcomb sont également évoqués, mais leurs logis sont aux deux extrémités de la ville. Ils s'y prennent très bien, et rejoignent sans trop de difficulté la grande rue, impossible à traverser de la même manière, elle est bien trop large, qu'ils remontent côté nord vers l'ouest jusqu'à atteindre la maison du maire. Des zombies rôdent dans les environs, mais assez peu. La plupart sont attirés par les coups de feu sporadiques émanant du bureau du shérif un peu plus à l'ouest. En y jetant un œil au passage, les PJ constatent que la rue en face est jonchée de dizaines de cadavres de morts vivants, laissés là où ils sont tombés. Les canons de Winchester jaillissent parfois des fenêtres, les tireurs prenant le temps de viser avant de faire feu, éliminant méthodiquement chaque zombie qui s'approche un peu trop d'une balle en pleine tête. Mais les munitions manqueront très vite à ce rythme. Les PJ descendent dans la rue pour gagner l'entrée de la maison de Wallace. Danny élimine de son gourdin les zombies les plus proches, mais d'autres les ont repérés et avancent lentement dans leur direction. Warren toque tout naturellement à la porte, mais sans obtenir de réponse. Il est évident qu'elle a été barricadée, et toutes les fenêtres du rez-de-chaussée de même. Mais à l'étage, la paroi est glissante avec toute cette pluie, mais Danny parvient à accéder à une fenêtre du premier, fermée mais aisée à franchir. Le bagarreur pénètre à l'intérieur de la maison et, sur ses gardes, il descend au plus vite au rez-de-chaussée, afin de trouver une ouverture rapide à dégager pour que ses amis puissent se réfugier à leur tour dans la belle bâtisse. Ils parviennent à le faire avant que les zombies qui s'approchaient ne soient trop menaçants, et, sitôt à l'intérieur, ils barricadent la fenêtre derrière eux. Quand ils se retournent, ils voient le domestique chinois de Wallace qui se tient raide comme un piquet en haut de l'escalier, une carabine en main. Il n'est pas hostile, dès l'instant qu'il les voit barricader la fenêtre derrière eux. Il est simplement méfiant. Mais Warren lui fait part de ce qu'ils aimeraient s'entretenir avec Wallace, tandis que Danny indique son étoile de shérif au cas où. Comme si la situation était parfaitement ordinaire, le domestique, s'il mentionne en passant que Mr. Wallace est quelque peu fatigué, demande aux visiteurs de patienter le temps qu'il les annonce, après quoi il les invite à le suivre dans le bureau du maire au premier étage. Gamblin Joe Wallace est dans un état lamentable, une loque humaine qui a bu beaucoup d'alcool ces derniers jours. Le domestique part préparer du thé, tandis que Danny ramasse un seau d'eau qu'il balance à la figure du maire. Amorphe et déprimé, Wallace se plaint de ce qu'ils veulent l'humilier encore davantage. Warren veut se montrer diplomate, mais se rend compte qu'il ne sait pas quoi dire. Il fait quelques pas en arrière et marmonne indistinctement. Vu de l'extérieur, c'est un peu comme s'il s'entretenait avec Roselyne et Hippolyte, ses bras mécaniques. Danny est plus direct. Maintenant que Drent est hors jeu, mais Wallace affirme qu'il n'est pas hors jeu. Il demande à ses visiteurs où ils se sont planqués, ce qui pourrait expliquer qu'ils ne soient pas au courant concernant le shérif. Danny dit que la dernière fois qu'il a vu Drent, il se faisait dessus dans une cellule de son propre bureau. Mais Wallace lui rétorque que la dernière fois qu'il l'a vu, lui, par cette fenêtre juste à côté, et tout récemment, il coordonnait ses hommes dans l'élimination méthodique des morts-vivants des environs. Froid, distingué, classe, du pur Drent d'avant toute cette folie. Le maire remarque alors seulement que Danny arbore l'étoile de shérif. Il va vouloir la récupérer. Warren sort de son soliloque et demande à Wallace s'il a vu John Brims, mais ce n'est pas le cas. Encore un peu tôt pour le croque-mort. Les gens n'ont plus besoin de venir quémander des audiences à sa majesté Gamblin Joe Wallace. Warren veut l'aider, mais il lui faut comprendre ce qui se passe. Le maire n'a-t-il rien à dire sur tous ces événements surnaturels? Il évoque aussi le nom de Mortimer Stelias. Comment est-il mort? De sa belle mort.
Enfin, de vieillesse. Il aurait peut-être trouvé une autre mort plus belle. Il a été colonel de cavalerie de l'Union, vous savez. Le souvenir semble quelque peu émouvoir le maire. C'était un type bien. Il n'y en a pas beaucoup. Mais Warren a appris que Mr. Stelias avait eu affaire à des Manitou. Cela pourrait avoir un lien. Il fait appel à Béatrice, qui se contente de dire qu'il s'agit d'esprits du folklore indien. D'ailleurs, elle se demande si un Indien du coin ne serait pas impliqué dans l'affaire. Dans le coin côté indien, il n'y a que la tribu des Red Sun, dans la forêt du même nom. Ils n'ont jamais posé de problème. Enfin, vous le savez, hein, Terra Nullius, tout ça, c'est des conneries. Quand les Blancs s'installent quelque part dans l'Ouest, c'est pas sur des terrains vierges, c'est sur les territoires de tels ou tels Indiens. Alors ils se sont plaints dans les premières années. Ça n'a pas duré. Wallace dit ne jamais avoir eu affaire à eux. C'était déjà du passé quand il est arrivé de Boston. Le seul habitant de Crimson Bay à y connaître quoi que ce soit, ça serait Jeff Liston, qui va chasser l'ours dans la forêt de Redson. Peut-être. Les Indiens... Faut croire qu'on n'avait pas assez de soucis, hein. Des tigres de prairie, des dégénérés cannibales, hein, des morts-vivants, des démons même, à ce qu'on dit. Et tout ça depuis votre arrivée, dans la charmante petite ville de Crimson Bay. Et les Chinois demande Béatrice. Wallace n'en sait rien. Il traitait avec Mr. Fong, c'est tout. Et à travers lui avec les triades de Shanfan, voire de Hong Kong, qui approvisionnaient l'usine en poudre. Ça n'a rien d'un secret. Il n'a pas de secret. Et le surnaturel? Il n'y connaît rien. Il n'y croyait pas il y a de ça 3 jours à peine. De toute façon, c'est Drent qui va régler la situation. C'est un malin. Wallace savait dès le départ que c'était un dur. Il le savait parce que c'était exactement ce qu'il recherchait. Une ville doit avoir un shérif. Et... à l'époque, chaque nuit, je faisais des cauchemars terribles. C'était l'anarchie, le chaos à Crimson Bay. C'était comme un message. Embauche quelqu'un pour maintenir l'ordre. Quelqu'un qui sait y faire. Les cauchemars ont cessé avec l'arrivée de Drent. Il a fait son office. Vous connaissez la suite. Des coups de feu retentissent par intermittence du bureau du shérif. Danny redescend, il en a assez. Ils ne tireront rien d'utile de ce pauvre type. Béatrice compte le suivre, mais dit d'abord au maire qu'il lui doit 35 $. Wallace se lève, tangue un peu, ramasse une liasse entière dans son coffre ouvert et la jette au pied de la Huckster. Servez-vous. Ça servira à payer la caution quand Drent vous coffrera. Enfin, s'il vous laisse la possibilité de payer une caution. Mais Béatrice se contente de ses 35 $. Nicolas est moins scrupuleux. Les PJ laissent la Wallace et prennent la direction du bureau du shérif, tout proche. En profitant d'un moment d'accalmie, quand les morts-vivants sont relativement peu nombreux et trop éloignés pour être vraiment dangereux. Danny a l'intention de rendre à Russell Drent son étoile. Il est d'un calme olympien face à Béatrice et Nicolas de plus en plus démangés par l'envie de tirer sur tout le monde. Le bagarreur ne fait certainement pas confiance au shérif. Warren était très inquiet à ce propos, mais il ne veut pas avoir tout le monde à dos, pas maintenant. Il a d'autres méthodes pour passer ses nerfs. Les zombies les plus proches font les frais de son gourdin, le faux prêtre et la Huckster achèvent ceux qui sont un peu plus loin. Ils attirent ainsi l'attention des adjoints, 2 sont sortis sous le vent, qui voient bien qu'ils ne sont pas des morts-vivants et les laissent approcher. Et Russell Drent sort également du bureau, comme pour prendre l'air. Et il est ainsi que Gamblin Joe Wallace l'avait décrit. Froid, distingué, classe. Le Drent d'avant, rien à voir avec l'homme qui s'était effondré sous les yeux des PJ. Danny et Béatrice l'approchent, l'air de rien. Nicolas et Warren restent un peu plus en arrière. Drent les remarque enfin et les regarde approcher, souriant. Danny lui rend illico son étoile, comme il a repris ses esprits. Drent le remercie, ajoutant qu'il avait eu raison de faire ce qu'il a fait. Il s'était effondré, c'était lamentable. Danny, conciliant, avance que ça arrive à tout le monde, mais Drent, avec un regard dur, lui répond sèchement « Non, cela ne m'arrive pas. À moi. » Ou du moins ça ne devrait pas être visible. Il y a peu de choses aussi importantes que ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Passons, ils ont à discuter. 300 civils se sont réfugiés dans la blanchisserie et ils ne tiendront pas 3 jours. Drent commence par féliciter les PJ. La blanchisserie, c'était une bonne idée. Ce sont probablement les seuls à avoir survécu, à quelques exceptions près, comme bien sûr Drent et ses adjoints, une quinzaine. C'est bon à savoir que toute la population de mes administrés se trouve là-bas. Danny suggère de faire une battue pour dégager les ruelles. Là-bas, ils sont encerclés. Drent est d'accord, et ses administrés seront heureux de voir qu'en ces temps troublés, un homme à poigne a pris les rênes du pouvoir. Ensemble, nous allons pouvoir bâtir une nouvelle alliance. L'expression n'a pas échappé à Nicolas. Qu'entend-il par là? Il faut faire un pacte. Il y a ceux d'en dessous et ceux d'au-dessus qui les dirigent et les protègent.
Exactement, le troupeau et son berger, c'est une chose que vous, homme d'église, comprenez parfaitement. Le berger a tout intérêt à garder son troupeau en vie. Mais ces Fong, ces Shu, il faudra qu'ils se soumettent. On dit que les orientaux sont pragmatiques. Danny n'est pas exactement un lettré, mais cette idée de soumission l'étonne. Ce n'est pas ça une alliance. Drent affiche un rictus sardonique. Demandez à votre ami le prêtre, il vous expliquera comment ça se passe dans la Bible. Warren lui demande s'il a vu d'autres personnalités de la ville. Les personnes qui comptent sont toutes ici en ce moment même. Et Newcomb? Il est passé lui poser quelques questions. Un homme étonnant, et qui sait raconter des histoires. C'est une qualité bien singulière. Peut-être est-il protégé par Dieu ainsi qu'il le prétend. Peut-être le shérif lui-même, et Danny et ses camarades, sont-ils également sous la protection du Seigneur? Croit-il vraiment qu'ils ont survécu par hasard? On a toujours besoin d'une volonté supérieure. Plus que jamais. Devant cette parodie du jugement dernier, je ne peux pas tolérer pareille chose, moi moins que quiconque. Le shérif écarte les bras en croix, et du sang s'écoule des stigmates de ses paumes. À suivre.